Bonjour à tous, je vais vous proposer de commencer. Donc, notre table ronde qui est consacrée à l'adaptation au changement climatique. Commencer par des présentations. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Joan-Granger, je suis directeur de l'offre de soins à la FEAP, mais je m'occupe également, avec Camille qui va se présenter à mes côtés, du sujet ou de la feuille de route, pour être plus précis, de la direction générale de la FEAP sur le sujet de la transformation écologique. Et donc aujourd'hui, avant de passer le micro aux différents intervenants, l'idée a été de profiter de cette thématique générale, de la question territoriale et plus spécifiquement de la représentation et la représentativité de nos adhérents insulaires et ultramarins pour aborder une question qui est une question majeure aujourd'hui et surtout demain des politiques publiques, qui est celle à côté de la tempérance du changement climatique, qui est celle de l'adaptation au changement climatique, justement de prendre l'exemple et l'expérience de nos adhérents ultramarins face à ce sujet qui est un sujet déjà quotidien pour leur expérience et déjà quotidien dans l'adaptation de la prise en charge des personnes, qu'elles soient accompagnées ou des personnes prises en charge en termes sanitaires. Et donc pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir différents intervenants à qui on va passer la parole. Mais je vais d'abord passer la parole à Camille pour que tu puisses te présenter. Donc, bonjour à tous, Camille Ruiz, moi je suis conseillère transformation écologique à la FEAP. Bonjour à tous, je suis Anne-Bérénice Simzac, je suis sociologue et je travaille au sein du cabinet d'études et de recherche Génératio et je suis chercheur associé à l'École nationale d'architecture de Nancy. Bonjour à tous, Jérôme Loiseau, je suis consultant en gestion des risques pour les établissements, notamment je représente Tutorisk, qui est un organisme qui s'occupe de faire du conseil et de la formation, notamment en distanciel dans ce domaine. Et justement, le premier temps de notre échange, c'est justement de vous interroger sur l'impact concret du réchauffement de la planète et plus spécifiquement comment se répercute-t-il sur des territoires littoraux, des territoires ultramarins, pour que vous puissiez illustrer cette problématique et la réalité de cette problématique aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour notamment nos adhérents et ces territoires-là. Alors, dans le cadre de cette problématique de réchauffement de la planète, alors je vais juste faire un petit retour en arrière qui me fera avoir quelques cheveux blancs de plus. Dans les années 90, j'étais dans mes études de géographie à l'Université des Antilles en Martinique et on parlait du changement climatique. C'était une donnée qui intéressait les scientifiques, qui paraissait bien loin, qui avait beaucoup de suppositions. Aujourd'hui, clairement, on n'est plus du tout sur les suppositions, on est plus sur la mesure concrète au quotidien. Mais réellement, quel est l'impact qu'il y a sur les climats, sur les territoires d'outre-mer et sur les populations vulnérables? C'est ce que j'aimerais voir avec vous particulièrement. Donc quand on parle de changement climatique, le plus souvent, la première chose que l'on voit, c'est l'augmentation de la température. Sauf que l'augmentation de la température, elle ne se voit pas de manière très simple. C'est comme si on vous dit que les Français, au cours des 30 dernières années, sont plus grands de 2 cm. Ça ne veut pas dire que tout le monde a 2 cm de plus. Ça veut dire que quand on fait une moyenne générale, on trouve 2 cm, mais il y a des plus petits, plus grands. Donc cette augmentation de la température, on se force un petit peu à essayer de la voir en disant tiens, cet été il a fait plus chaud ou quoi que ce soit. Mais réellement, c'est beaucoup de zigzags, des températures beaucoup plus froides, beaucoup plus chaudes, des périodes de sécheresse, de pluie et finalement une plus grande variabilité de tout cela. Donc la première conséquence, c'est une modification des limites climatiques. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, alors nos chères planètes a des limites connues qu'on va appeler équateur, tropique, etc. Donc là, j'ai représenté l'équateur, j'ai représenté une ligne imaginaire à peu près sur Ajaccio, mais c'est se dire que peut-être que d'ici quelques années, le principe c'est que le climat d'Ajaccio sera plus au nord, dans le sud de la France, et le sud de la France sera plus au nord. Mais ça, c'est une vision très simpliste, puisque réellement, on a beaucoup d'impacts liés aux montagnes, aux océans, à la continentalité. Donc réellement, le climat, c'est quelque chose de complexe. Et c'est justement pour ça que le changement climatique est quelque chose
qu'on a du mal à mesurer, qu'on a du mal à prévoir, c'est que c'est un équilibre terrestre qu'il y a. Et là, aujourd'hui, l'augmentation des températures depuis le début du XXe siècle due à l'activité de l'homme. Alors, on avait déjà connu des augmentations de température comme ça, mais sur plusieurs milliers d'années. Là, en 100 ans, on a pris 1,5 degré à peu près. Que la Terre essaye de compenser par des phénomènes de modification, des anticyclones, des dépressions, donc des mouvements d'air, des mouvements de courants marins, mais finalement sur des choses qui, le rétablissement de l'équilibre ne se fait pas facilement. Et réellement aujourd'hui, on ne sait pas exactement ces mouvements, qu'est-ce que ça va donner. On parle peut-être de l'arrêt de certains courants marins qui, pour des raisons d'équilibre, vont s'arrêter avec des conséquences sur la pêche, conséquences sur les climats, conséquences sur le vécu quotidien des personnes. Mais finalement, cette augmentation de température, au-delà de la modification des climats, ça va être aussi l'augmentation des phénomènes météorologiques les plus violents. De manière purement statistique, on a des plus grandes différences anticyclones, dépression. Donc sur l'Europe, c'est des tempêtes. Alors je viens des Antilles, on vous laisse en bout de course nos ouragans que l'on a aux Antilles. Donc là, il y a 2 semaines, c'était Kirk qui nous a évité, mais qui ne vous a pas évité au passage. Alors, un coup, ça va être sur l'Europe, un coup, ça va être sur le nord des États-Unis et le Québec. Mais en gros, ces phénomènes-là prennent de plus en plus d'ampleur et peuvent se déplacer de plus loin. Comme on a connu auparavant une tempête qui a fait beaucoup de traces sur la France hexagonale, c'est la tempête de 99, qui était là aussi un reste d'un de nos ouragans. On aura aussi un phénomène de surélévation du niveau de la mer pour plein de raisons. Notamment, quand vous chauffez un liquide, ce liquide prend plus de volume. Quand vous chauffez tout l'océan, le volume va être encore plus grand. Donc en fonction des territoires, ça aura plus ou moins d'impact. Là aussi, beaucoup de mal à définir quelle va être exactement l'augmentation de ce niveau de la mer. Nos territoires ultramarins, on a déjà commencé à évaluer cette augmentation. On s'attend à la fin du siècle une augmentation de 80 cm à 1,20 m selon les scénarios. Alors ça a l'air un chiffre comme ça, mais quand vous prenez des villes qui sont déjà au niveau de la mer, 80 cm à 1,20 m, ça fait certains bourgs que l'on a chez nous qui vont disparaître, puisque déjà à chaque fois qu'il y a une tempête, la mer rentre, là avec 80 cm à 1,20 m, c'est du territoire en moins. Sur un territoire insulaire, quand vous parlez de territoire en moins, c'est des choses énormes puisque la plupart des activités sont au bord des côtes. On est un biotope très riche dans les territoires d'outre-mer, mais aussi très fragile. Cette augmentation de température va changer la donne, va créer des espaces invasifs, va modifier entièrement cet équilibre de biotope. Donc, quelles en seront les conséquences ? Je laisserai à mes enfants, mes petits-enfants, vous faire l'explication, en tout cas à vos enfants et petits-enfants. Parce que réellement, aujourd'hui, on est incapable de mesurer jusqu'où ça va. On a des idées qui le plus souvent ne sont pas forcément très positives, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller parce qu'encore une fois, c'est un équilibre très complexe. Le problème des territoires ultramarins, c'est l'éloignement. Alors, quelqu'un m'a posé une question dernièrement auquel je n'ai pas eu la bonne réponse, comme la majorité des Français, même si mon domaine, c'est la géographie. C'est quel est le pays qui a le plus de fuseaux horaires dans le monde ? Eh bien, c'est la France. Parce que justement, avec les territoires que l'on a à travers le monde, c'est là où on a le plus de diversité. Ça va du territoire basé sur l'équateur, comme la Guyane, à des territoires antarctiques, plus que arctiques pour nous. Mais on a une variabilité très importante des territoires, mais ils sont aussi très loin de l'Hexagone, avec des grosses difficultés des fois d'accès à ces territoires, mais aussi d'accès aux secours. Je vous prends le cas d'un ouragan qui passe sur les Antilles. Alors, si on a le secours de l'île voisine, c'est une chose, mais si on doit avoir les secours de l'Hexagone, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Nos territoires ultramarins sont aussi très impactés parce que c'est des territoires pour la plupart insulaires.
Donc petits, et puis même quand ils sont grands, ils ne sont pas forcément exploités avec autant de densité que sur l'Hexagone. Je prends le cas de la Guyane, où la très grande majorité du territoire, et heureusement, n'est pas utilisée par l'homme. Donc c'est des territoires où la moindre modification de ce territoire peut avoir un impact énorme sur la vie au quotidien, en plus du biotope. Et on parle de populations vulnérables. Alors, les vulnérabilités sont exacerbées chez nous par rapport à cet éloignement, par rapport à cette complexité. Mais en gros, on a une vulnérabilité territoriale de ce côté insulaire. Vous prenez une île comme la Martinique ou la Guadeloupe, on a un cas un peu particulier, c'est qu'on est un territoire côtier, mais on est un territoire aussi montagneux, c'est-à-dire que la moindre de nos rivières se comporte comme un torrent dans les Alpes ou les Pyrénées. Donc on a les contraintes de l'un et de l'autre. Donc ces vulnérabilités sont exacerbées chez nous par rapport à ces territoires avec des caractéristiques très particulières. Mais les vulnérabilités, c'est aussi les vulnérabilités sociales. En fonction des niveaux de vie, on a un niveau de pauvreté moyen beaucoup plus important, mais face au changement climatique, face aux phénomènes les plus violents, eh bien là, on revient tous à peu près au même niveau. C'est-à-dire que même les personnes les plus riches, au moment des phénomènes, se retrouvent face à des phénomènes tellement importants que même les maisons les plus solides finissent par se mettre dans une situation où c'est le doute. Le toit va-t-il tenir ? Au passage de Irma sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il y a quelques années de ça, beaucoup de gens se sont retrouvés enfermés dans leur salle de bain, dans leur dressing, dans leur cave. On a la fameuse histoire d'une sous-préfète qui s'est enfermée dans les caves de la préfecture, totalement tétanisée. Et je serais très malvenu de la critiquer parce que face à cette ampleur de phénomène, n'importe qui aurait pu avoir le même comportement. Donc finalement, pendant l'événement, il n'y a pas forcément de plus vulnérables que d'autres. Je dirais les plus vulnérables sont facilement pris en charge dans des abris. Le tout, c'est bien organiser ces abris. Par contre, sur l'après, oui, il va y avoir une différence de vulnérabilité. Puisque, notamment, on a un gros problème. Les personnes les plus vulnérables vont faire des économies, je dirais, de petits bouts de chandelle qu'on aurait tendance à penser. Mais finalement, quand vous ne prenez pas d'assurance pour votre habitation, en vous disant ça coûte cher, c'est pas grand-chose, eh bien, le système de catastrophe naturelle ne prend en charge que ceux qui ont une assurance. Mais la population ne le sait pas. Pour la plupart, on a un gros problème d'information là-dessus. 50% des habitations en Outre-mer ne sont pas assurées. Le jour où on a un ouragan vraiment violent, les gens qui auront perdu la maison risquent d'avoir tout perdu. Alors que ceux qui ont plus les moyens de se payer une assurance seront pris en charge beaucoup plus facilement. Donc là, on a une vulnérabilité sociale importante. Et ensuite, les vulnérabilités par les déficiences que j'appelle, donc les personnes qui ont des déficiences physiques, psychologiques. Là, on a une structuration de nos sociétés qui les rend encore plus fragiles, puisqu'il y a beaucoup moins de solidarité, qu'elle soit familiale ou de quartier, qu'avant. Et ces personnes se retrouvent justement assez isolées. Et c'est là que vos établissements sont essentiels, puisque le plus souvent, c'est la bouée de sauvetage de ces personnes-là. Par contre, pendant l'événement, on ne peut pas les prendre en charge. Par contre, juste après l'événement, si les établissements ne sont pas capables de les recevoir, c'est là que la catastrophe arrive. Ce n'est pas l'événement lui-même le plus souvent la catastrophe, c'est l'après, ce qui va se passer durant les jours, les semaines, les mois qui suivent, où les personnes qui sont vraiment vulnérables vont se retrouver en situation dramatique si les établissements ne sont pas à même de pouvoir les recevoir. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Simzak qui va peut-être apporter une perspective aussi un peu différente sur les territoires littoraux, puisque vous vous êtes intéressé au croisement des défis à la fois donc, du défi climatique, ce territoire se retrouve en première ligne du défi climatique, et croisé avec un défi démographique, celui du vieillissement de la population important. Je vous laisse nous présenter rapidement vos travaux. Merci beaucoup Camille, merci pour cet éclairage. Non, le diapo il va être là.
Merci beaucoup pour cet éclairage qui permet déjà de poser les bases du sujet. Effectivement, moi je vais parler complètement d'un autre point de vue, donc plus sociologique, sur une étude qu'on a réalisée, donc là sur les littoraux plutôt en France métropolitaine. Peut-être dans un premier temps, je vais juste présenter en 2 mots d'où je parle. Donc qu'est-ce que le cabinet Génératio? Donc c'est un cabinet d'études et de recherche qui est spécialisé sur le vieillissement, et on va accompagner les acteurs des territoires dans la prise en compte des enjeux du vieillissement de la population. Et au sein du pôle recherche de Génératio, on essaye en fait de faire les liens entre les savoirs académiques et puis les accompagnements de terrain. Si on voit qu'il y a un peu des angles morts, des choses qui ne sont pas forcément étudiées, on va essayer de faire remonter ça et de pouvoir en porter des recherches sur ce sujet-là, avec dans l'idée de répondre à des problématiques assez opérationnelles. Et c'est donc dans le cadre du pôle recherche de Génératio qu'on a fait cette première publication que j'ai là quelques exemplaires, donc vous n'hésiterez pas à vous servir tout à l'heure si ça vous intéresse. En fait, on est parti d'un constat lors de différents accompagnements qu'on a fait auprès de collectivités qui sont rentrées dans la démarche Ville Amie des aînés, qu'on a accompagné. Et en fait, on a eu par hasard, puisque là c'était pas un choix de notre part, on a eu plusieurs villes littorales qui nous ont demandé de les accompagner, de la Manche à la Méditerranée d'ailleurs, et en fait à chaque fois revenaient les mêmes constats, les mêmes spécificités sur ces territoires. Et donc à partir de là, on s'est dit tiens, il y a un enjeu sur ce sujet-là, sur le vieillissement et le croisement avec les questions climatiques. Parce que finalement, en creusant un petit peu derrière, non, on peut laisser. On s'aperçoit qu'il y a des enjeux climatiques comme ils ont été expliqués précédemment sur ces territoires littoraux, parce que là on parlait des territoires insulaires, mais les territoires littoraux recouvrent aussi certains de ces enjeux-là. Et puis il y a cet enjeu démographique, donc avec déjà une population qui est très dense sur ces territoires en France métropolitaine, et puis cette population qui vieillit aussi, puisque les plus de 65 ans vont représenter un tiers de la population des départements littoraux métropolitains, encore une fois, en 2050. Donc c'est quand même un vieillissement qui va être conséquent, qui nous a semblé intéressant de croiser avec les répercussions des enjeux du changement climatique. Merci. Donc effectivement, on s'est intéressé à comment ce changement climatique va avoir des effets sur la vulnérabilité des personnes âgées, puisque le risque de vulnérabilité des personnes âgées est accru face aux événements climatiques extrêmes comme les inondations, comme on a pu le voir dans le nord de la France encore cette année, ou les fortes vagues de chaleur qui arrivent aussi de plus en plus souvent. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez précédemment, lors des événements climatiques, c'est après comment on gère l'après pour ces personnes vulnérables. Et on voit aussi que la mortalité des publics en situation de vulnérabilité est plus élevée que pour les autres populations. On peut donner par exemple l'exemple de Katrina, donc cet ouragan qui avait touché la Nouvelle-Orléans, et 75% des personnes décédées étaient des personnes de plus de 60 ans, alors qu'elles étaient que 16% de la population, en fait. Et on voit aussi que les personnes âgées elles vont avoir plus de difficultés après la crise justement à se déplacer, par exemple en cas d'inondation. Elles vont pouvoir être plus dépendantes en fait d'autres personnes pour se mettre à l'abri, se mettre en sécurité. Il se pose aussi la question par exemple des médicaments, des traitements longs quand il faut évacuer sa maison et qu'on n'a plus accès à ces médicaments, etc. Donc tout ça, est-ce que vous disiez effectivement que les établissements peuvent apporter des aides là-dessus. Donc l'hypothèse qu'on s'est posée dans le cadre de ce travail, donc encore une fois c'est une recherche assez exploratoire, c'est les zones littorales vont comporter certaines spécificités qui peuvent impacter la population âgée qui y réside. Alors et l'hypothèse également, c'était que ces enjeux étaient cumulatifs et que c'était propre à ces territoires en faisant leur importance à la fois et leur particularisme. Alors, on a de là dégagé 10 grands enjeux en essayant de les dégager dans l'idée d'avoir des enjeux un peu prospectifs du point de vue des collectivités et voir comment les villes pourraient réfléchir dès maintenant à ces enjeux-là pour pouvoir y répondre de façon transversale et en anticipant un petit peu les choses qui pourraient leur arriver.
Donc ces enjeux, vous les avez là à l'écran. Je ne vais peut-être pas tous les détailler ici. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi la brochure qui est disponible en ligne sur le site de Génératio, où vous trouverez le détail de ces grands enjeux. Et l'idée, c'est que ces enjeux, ils vont traverser autant la question du logement, des parcours résidentiels dans ces zones qui sont souvent à flux tendu d'un point de vue immobilier, avec des personnes âgées qui vont avoir parfois des difficultés à se loger ou à changer de logement pour avoir un logement plus adapté à leurs besoins, puisqu'elles habitent dans des zones qui sont très tendues. Ça va toucher aussi la question des services et des soins, puisque pareil, quand on a une population âgée qui arrive de façon massive sur le territoire, est-ce que derrière les villes ont pu anticiper les besoins qu'il va y avoir liés à la prise en charge de ces personnes, que ce soit de l'aide à domicile ou dans les établissements, etc. Il y a des enjeux liés à l'anticipation justement des risques climatiques, que ce soit l'érosion du trait de côte, les inondations, la canicule. Est-ce que les personnes âgées sont prises en compte dans les plans de sauvegarde, notamment dans les villes qu'on a étudiées, par exemple, c'était pas forcément le cas. Donc, c'est-à-dire que les villes n'avaient pas forcément identifié ce public-là comme pouvant avoir des besoins spécifiques. Il y a aussi la gestion de la ville en termes de vie de quartier. Comment on anticipe ou comment on gère des quartiers qui vont évoluer. Par exemple, pour les personnes qui habitaient dans des résidences secondaires, qui vont y arriver au moment de la retraite et qui vont du coup y habiter de façon pérenne. Ces quartiers-là où ils étaient habités qu'une partie de l'année, finalement ça devient des quartiers de résidence principale au cours de l'année, mais il n'y a pas forcément à côté de services de transport, ni forcément de services de proximité, de petits commerces, etc. Et comment on fait aussi pour habiter ces quartiers à l'année, ce qui pose aussi des questions aux collectivités. Donc voilà un petit peu les différents types d'enjeux qu'on a pu identifier dans ce travail-là. Et en synthèse, sur ces enseignements, donc, ce qu'on a pu noter, évidemment qu'il y a une diversité des types de villes littorales. Et encore une fois, ici, on n'a traité que des villes métropolitaines. J'imagine qu'il y a encore d'autres spécificités dans les villes en Outre-mer. Un aspect très cumulatif de ces différents enjeux, parce qu'en fait, si on prend, on va dire, le parcours résidentiel, il y a d'autres villes qui sont aussi à flux tendu. Il n'y a pas que les villes du littoral, mais le fait d'avoir retrouvé à chaque fois ces différents enjeux, c'est ça qui faisait aussi leur spécificité. Et puis, comme je le disais, les trajectoires résidentielles qui sont assez spécifiques, avec des profils de personnes âgées différents. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont toujours vécu là, qui vont vieillir effectivement dans ces villes. Des personnes qui vont arriver, comme je l'évoquais, au moment de la retraite, qui avaient déjà une résidence secondaire, qui connaissaient déjà un petit peu les lieux, mais c'est quand même pas la même chose d'y vivre quelques jours et puis d'y vivre à l'année. Et puis des gens qui vont se dire, moi je plaque tout dans mes régions d'origine, je vais m'installer là parce que j'ai toujours rêvé de ma retraite au soleil et c'est maintenant que ça se passe. Et ils arrivent sur la ville et ils connaissent pas grand monde, voire personne. Ils sont coupés de leur réseau de solidarité, etc. Donc il y a aussi ces enjeux-là, comment on va gérer ça. Et puis les marges de manœuvre des villes qui sont assez limitées. Dans toutes les villes qu'on a pu accompagner, qu'on a recueilli les témoignages, on disait voilà, nous on fait face à ce phénomène-là, mais on n'a pas non plus, on ne sait pas vraiment comment y faire face. Et alors, on a eu différentes pistes un peu de prolongement de l'étude, parce que comme je vous le disais, c'était une démarche qui reste exploratoire et on aimerait bien creuser, un petit peu aller aussi au-delà, que ça soit sur la question de la résilience des communes littorales, finalement, comment elles font, comment elles vont faire, comment elles se projettent sur ces sujets-là, comment on habite et comment on vieillit aussi dans une zone qui est soumise aux aléas climatiques, avec ces spécificités-là. Comment on fait, comment les gens se projettent aussi une fois peut-être qu'au départ quand ils y vont, pour celles qui arrivent, se rendent peut-être pas forcément compte de ce que ça peut impliquer comme conséquence derrière et comment ça se passe dans le concret. Les trajectoires résidentielles des retraités également, ce serait intéressant d'interroger est-ce que finalement ces gens qui arrivent, est-ce qu'ils y restent ? Est-ce qu'ils restent là, même quand il y a des difficultés qui arrivent, ou est-ce qu'elles retournent ? Elles restent peut-être une dizaine d'années, puis après est-ce qu'elles retournent dans leur territoire d'origine ? Et puis, le dernier point aussi qu'on pourrait imaginer investiguer aussi de façon complémentaire, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les différents territoires qui sont impactés par le réchauffement climatique ? Par exemple, entre le milieu en montagne, donc qui change aussi, la ruralité, le littoral, est-ce qu'il y a aussi ces points communs-là ou pas ? Et du coup, quelles sont les spécificités de ces différents territoires ? Voilà pour cette étude.
Merci beaucoup. Nous souhaitions compléter ce panorama par le point de vue d'un adhérent qui est déjà confronté aux événements climatiques extrêmes. Alors malheureusement, Moïse Fontaine, directeur territorial de l'AFPA Réunion, n'a pas pu être avec nous, mais nous l'avons sollicité pour qu'il puisse réaliser une courte présentation vidéo, justement sur son expérience et l'expérience de sa structure de préparation et de gestion des épisodes de cyclone à La Réunion, et donc on voulait vous illustrer, vous restituer cette petite intervention par la capsule vidéo qui va commencer maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Moïse Fontaine, je suis directeur territorial à l'AFPA pour le territoire Océan Indien, Réunion et Mayotte. L'AFPA est une association intervenant dans le champ de l'économie sociale et solidaire au niveau national et agit sur le territoire réunionnais depuis 50 ans, au travers de la gestion d'établissements, services et dispositifs sociaux et médico-sociaux dans 4 grands domaines d'activité que sont le médico-social enfants et adultes, le social, la protection de l'enfance et l'aide à domicile. Une association solidaire au cœur d'une île aussi belle que vulnérable. Vous l'aurez compris, les territoires insulaires sont fortement exposés et particulièrement concernés par le risque naturel. Face à ces risques, les populations les plus vulnérables sont celles qui relèvent précisément du champ d'action de nos associations. Les personnes vivant avec un handicap, les personnes en précarité, les personnes en perte d'autonomie et celles exposées à des violences. Dans l'océan Indien, ce ne sont pas moins de 30 entités gestionnaires qui gèrent 203 établissements et services médico-sociaux et sociaux pour une capacité d'accueil de 6847 places et mesures. Face au dernier épisode cyclonique, donc le cyclone Bélal en janvier 2024, le territoire réunionnais a vécu une gestion améliorée du risque cyclonique. Vu de l'intérieur, je peux dire que c'est toujours une source de préoccupation pour la population en général, mais aussi pour les personnes vivant en structure que nous accompagnons. Et cela malgré une connaissance des anciens, donc un savoir expérientiel, et la modernité de nos outils de prévision et de communication. Une préoccupation utile et responsable pour se préparer au pire. Si tous sont appelés à vérifier ses réserves d'eau, de nourriture, de médicaments et d'assurer la continuité des soins, à sécuriser son habitat, et pour ceux qui en sont dépourvus de pouvoir rejoindre un centre d'hébergement, notre rôle en tant qu'association va consister à être auprès de chacun pour les accompagner dans l'accès et la compréhension de l'information, dans la mise en œuvre des consignes émises par les autorités préfectorales et l'Agence régionale du sang. Il faut bien ici resituer des personnes dont il est question, à savoir celles qui sont exposées à des fragilités et des vulnérabilités. Il faut maintenir le lien avec elles, avant, pendant et après l'épisode cyclonique. Au niveau des équipes, il a fallu prévoir une continuité de service. À ce titre, l'AFPA dispose d'un accord d'entreprise prévoyant des modalités de récupération en faveur des salariés. Lorsque le préfet a annoncé le passage en alerte violette, donc plus haut niveau de danger dans un épisode cyclonique, la crainte est montée d'un cran. Mais force est de constater une bonne anticipation et par chance un changement de trajectoire du météore qui a permis d'éviter le pire du pays. La reprise s'est déroulée ensuite progressivement, après les vérifications des sites, la prise de contact avec les personnes accompagnées, l'organisation des transports. Nous sommes alors dans le jour d'après. Avec l'enjeu de la gestion de crise future qui s'impose à tous, d'autant que la durée et l'intensité des épisodes et des phénomènes météorologiques seront variables. À La Réunion, Oui, ça sera pour tout à l'heure. C'est une deuxième partie du témoignage. Monsieur Loiseau, on va vous laisser réagir, puisqu'on le disait tout à l'heure, finalement, ces événements climatiques extrêmes auxquels sont peut-être un peu plus habitués les Outre-mer et où les établissements ont pu mettre en place des plans de préparation, de gestion de la crise, etc., vont devenir des événements auxquels finalement tous les établissements vont être confrontés de manière plus fréquente et des événements qui vont être de plus en plus extrêmes. Donc voilà, finalement, comment un établissement, qu'il soit ultramarin ou qu'il soit en France métropolitaine, peut-il se préparer ou doit-il se préparer à ce type d'événement ? Alors, pour faire la transition, je vous dirais une chose, c'est que la bataille de la lutte contre le changement climatique est perdue. Alors, une guerre a plusieurs batailles, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, mais la première bataille, c'est clair, elle est perdue. Aujourd'hui, dans vos établissements, vous allez faire des actions pour lutter contre le changement climatique, mais c'est à la marge. Vous devez surtout, aujourd'hui, vous adapter.
parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On doit s'adapter au changement climatique. On parlait des littoraux tout à l'heure. Je voulais juste vous sortir quelques chiffres là-dessus très rapidement. On a 500 communes en France, territoires outre-mer compris, qui sont exposées à l'érosion côtière, donc à la diminution du territoire. Quand on parle de diminution du territoire, on parle de bâtiments qui risquent de disparaître. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus de 1000 recensés en France. Et d'ici la fin du siècle, donc d'ici 2080, 2100, ce n'est plus 1000, c'est une centaine de milliers de bâtiments qui sont menacés de destruction. Quand on regarde dans l'histoire, les littoraux avant étaient un espace malsain. Pourquoi malsain? C'est ce qui ramenait les marins morts, ce qui ramenait les carcasses de bateaux. Bref, les littoraux n'étaient pas un endroit très prisé. Sauf que depuis les années 70, les littoraux, c'est devenu une mine d'or. Et donc, on a voulu les coloniser. On a changé leur physionomie. Et on n'accepte plus les mouvements des littoraux, qui ont toujours existé, hein, dans le sens expansion-diminution. Et là, la diminution, par contre, elle est très importante. Alors, pourquoi agir au sein des établissements? Principalement, d'abord, par responsabilité. Responsabilité de qui? Vous avez d'abord la responsabilité des personnes que vous employez. D'accord. Donc, par la réglementation, vous êtes en charge de leur santé et de leur sécurité. Alors, j'aime bien la phrase de l'article en question du Code du travail, hein. L'employeur est responsable de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs. Alors ensuite, si vous y voyez une limite, moi je ne l'ai pas encore trouvée, cette limite. Ensuite, bien sûr, vous avez vos résidents, vos usagers qui soient là de manière permanente ou qui soient là de manière ponctuelle. À partir du moment où ils sont chez vous, vous en avez une responsabilité, surtout que, par principe, ce sont des personnes vulnérables, donc qui doivent encore plus être protégées. Mais vous avez aussi les visiteurs qui viennent ponctuellement, dont vous avez une responsabilité à partir du moment où ils fréquentent votre établissement. Et puis, souvent, on oublie tout simplement les intervenants extérieurs. Donc ça peut être des intervenants médico-sociaux, ça peut être des intervenants, l'électricien, le formateur. Donc toutes ces personnes-là, vous en avez la responsabilité tant qu'ils sont dans votre établissement à différents degrés. Pourquoi? Parce qu'on a des réglementations là-dessus. Oui, mais on n'a pas une seule réglementation. Vous devez faire face à un empilement. Donc d'abord le Code du travail pour tous ceux qui sont employés. Vous avez le règlement de sécurité des établissements recevant du public, avec la grande joie des commissions de sécurité quand elles passent, avec le risque d'avoir un avis défavorable. Alors je vais vous rassurer, avis défavorable ne veut pas dire qu'on va vous fermer, parce que le plus souvent les maires savent que s'ils font fermer l'établissement, comment ils vont faire pour gérer après. Donc le côté négatif des choses, c'est que beaucoup de maires acceptent des avis défavorables sans mettre aucune pression sur l'établissement, de peur que l'établissement ne ferme. Parce que s'il ferme, il fait quoi des personnes qui sont prises en charge? Derrière, c'est la commune qui en est responsable. Et puis, il y a un autre code que vous connaissez très bien, le code de l'action sociale et des familles, qui vous donne aussi d'autres contraintes là-dessus. Notamment, on va en parler juste après. La démarche, c'est ce que j'appelle le IMACRE. Alors, tout simplement, c'est un acronyme pour penser aux différentes phases, hein. Vous devez identifier les risques auxquels vous êtes exposé. Oui, mais ayez une vue large. Je vous rappelle que jusqu'à début mars 2020, on se disait « Ouh, les risques, on gère bien. S'il y a une maladie, on saura gérer. » Et puis le 16 mars 2020, on a découvert que pandémie voulait dire quelque chose. Moi, je me rappelle de cette journée parce que j'ai eu toute la journée des appels d'établissements qui me disent « Jérôme, on fait comment ?» J'aurais tous dit la même chose. « Rappelez-moi demain. » Le temps que je regarde comment on fait, parce que même moi, j'étais ne sachant pas quoi faire. On était tous face à cette situation du plus bas au plus haut de l'État. Donc, identifier les risques en ayant une vue très large. Identifier les risques, par contre, pas comme le ministère du Travail demande, parce que le ministère du Travail vous demande de faire une liste exhaustive des risques. Ce à quoi, lors d'une réunion à la Direction générale du travail, j'avais demandé aux représentants du ministère est-ce que je devais prévoir la météorite qui tombait sur le bâtiment. Il m'avait dit non, mais n'exagère pas. J'ai dit, on ne doit pas avoir le même dictionnaire parce que pour moi, exhaustif, c'est tout. Ce n'est pas possible de tout prévoir, mais prévoyez les choses les plus vraisemblables par rapport au lieu,
par rapport au bâtiment, par rapport à votre public, par rapport à votre activité. Ensuite, ces risques, il faut les mesurer, parce que c'est bien beau, on peut avoir des risques qui sont importants pour le voisin, mais pas pour moi. Donc on va voir comment retirer des informations, notamment sur ce qu'on appelle les aléas naturels majeurs, comment pouvoir les mesurer. Et puis, bien sûr, agir sur ces risques. Donc, des actions de prévention et de protection. Alors, je rappelle la différence. Prévention, c'est que j'empêche au risque d'exister. Protection, c'est que je me protège des conséquences du risque. Donc, quand on me parle, notamment dans ma région, on a de gros risques sismiques. Quand on me parle de prévention du risque sismique, je dis génial, vous avez trouvé un outil pour éviter que le séisme n'arrive. Non. Alors on joue sur les mots, mais c'est la prévention des risques liés au séisme. Prévention, c'est que j'empêche au risque d'exister. Ensuite, c'est la gestion de crise. Alors bien sûr, gestion de crise, deux grandes différences, le risque prévisible ou imprévisible. Gestion de crise du risque prévisible, normalement pas de souci. Alors Météo France s'est beaucoup amélioré là-dessus, il nous prévoit de plus en plus à l'avance, le plus souvent. Il y a quelques semaines de ça, dans la région de Nice, on a découvert que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Eh bien là, on aura de plus en plus de situations qu'on aura du mal à évaluer. Tout simplement parce que prévoir, c'est aussi faire peur. Vous dire attention, il y a quelque chose. Oui, mais s'il n'y a rien, c'est qu'on est mauvais ? Non, mais il faut prévenir. Et ça, il y a une grosse difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de Météo France, mais on a eu exactement la même situation en Guadeloupe à 10 jours d'intervalle, où on a eu de grosses inondations totalement imprévues, alors qu'on avait l'habitude d'être prévenu largement à l'avance. Derrière, Moïse Fontaine en a parlé, c'est le rétablissement le jour d'après. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est que vos établissements, il faut qu'ils fonctionnent le plus rapidement possible derrière. Comment gérer ce rétablissement ? Ce n'est pas une fois que le phénomène est passé qu'on se pose la question, parce que sinon vous allez être mauvais. Pourquoi ? Parce que votre personnel, il a aussi un chez lui, peut-être qu'il a des dégâts. Comment il a géré ça ? S'il a des dégâts chez lui, il y a des dégâts dans l'établissement, chez lui passera avant. Il va protéger d'abord sa famille avant de protéger les résidents, ce qui est tout à fait logique. Donc il faut arriver à prévoir comment je vais organiser ça, qui peut être mobilisable, et puis avoir un plan A, un plan B, un plan C. Parce que malheureusement, il faut faire face aux choses. Et enfin, la partie la plus importante, ce qu'on appelle dans notre jargon le rétex, le retour d'expérience. Tirer des enseignements de chaque situation. De la situation qui a fait des dégâts comme la situation qui n'a pas fait de dégâts. Comment modifier mon plan ? Comment modifier mon organisation ? Alors les actions, elles se font avec des outils. Le premier, le plan bleu. En fait, on a trouvé un joli mot pour dire autrement le plan de continuité d'activité. En gros, c'est imaginer tout ce qui peut tomber sur votre établissement et comment faire que vous continuez à fonctionner malgré tout. Alors, ce que j'aime pas avec ce système, c'est que très souvent, il vous est vendu par rapport à une vision. Donc, plan bleu, c'est plus par rapport aux personnes âgées. Plan de continuité d'activité, le plus souvent, c'est par rapport au système informatique. Arrêtez de penser par case. Il faut imaginer qu'est-ce qui pourrait empêcher mon établissement de fonctionner. Un fournisseur, du personnel absent, la crue de la rivière d'à côté qui fait qu'on ne peut plus rentrer, qu'on ne peut plus sortir, quel que soit. Soyez imaginatifs et voyez comment on va réagir. C'est ça surtout, ce qu'on appelle plan bleu, PCA ou ce que vous voulez, c'est comment je vais réagir face à un événement que je n'ai pas prévu. Comment on va faire ? L'autre obligation, c'est de faire la sensibilisation de manière générale sur l'ensemble du personnel, mais vous pouvez le faire même sur les résidents. On a une particularité en Outre-mer qui est passée tout à fait inaperçue, c'est que depuis le mois de mai l'année dernière, on a l'obligation de sensibiliser tout le personnel aux risques naturels majeurs. Alors c'est peut-être la seule fois où vous m'entendrez sortir ce terme-là, risque naturel majeur. On a un gros débat au niveau international. Le naturel n'est pas un risque, le naturel fonctionne à sa manière. Normalement, on devrait dire les risques liés aux aléas naturels majeurs. Mais étant donné que le ministère nous a sorti la réglementation avec ce terme de risque naturel majeur, on continue de l'utiliser tel quel. Donc sensibiliser aux risques, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Eh bien, on a cette obligation en Outre-mer, mais
pourquoi pas l'imaginer dans vos établissements, dans d'autres zones? Quels sont les aléas qui peuvent nous toucher et comment le gérer? Je vous parlais que je vais protéger ma famille avant de protéger mon établissement. Eh bien, si je suis bien préparé, peut-être que protéger ma famille sera plus simple et je pourrai plus facilement revenir dans l'établissement. Ensuite, former les équipes. C'est bien beau de sortir un beau plan, mais est-ce que mes équipes le connaissent? Est-ce que mes équipes savent le mettre en œuvre? Et là, souvent, j'ai un beau bout de papier que personne ne connaît. Et j'ai même eu un client une fois où, quand je lui ai remis le plan, il a soupesé, il a fait « Ah, mais ça coûte cher ». C'était au poids de papier. Un plan, c'est pas au nombre de pages. À la rigueur, un plan, plus il est fin, plus il est compréhensible. Mais par contre, il doit être réaliste et fonctionnel surtout. Et enfin, faire des exercices. Il faut régulièrement le mettre en route. Alors normalement, vous faites 1 à 2 exercices d'évacuation par an dans vos établissements. Normalement. Dans les établissements vraiment de santé où vous avez des résidents, on devrait même en faire tous les mois. Et je dirais, si vous avez du grand âge avec des problématiques type Alzheimer, faudrait minimum en faire tous les mois, voire même en faire toutes les semaines, parce que c'est du public qui a besoin de répétitivité pour apprendre les choses. C'est un exercice comme un autre. Eh bien, les exercices, ça permet de se préparer. Ça sert à rien, sauf le jour où on en a besoin. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices en la matière, de régulièrement mettre en œuvre les plans que vous avez faits, qui doivent être revus tous les 5 ans maximum. Par contre, 5 ans ne veut pas dire je change la date sur la couverture, veut dire je remets en cause. Et le 5 ans, c'est maximum. Si je vous faites les retours d'expérience, quasiment tous les ans, vous faites des modifications dans ces plans-là. Merci Jérôme Loiseau. On va reprendre, si ce n'est de la hauteur en tout cas, on va prendre le point de vue de l'action, non plus seulement au niveau des établissements, mais aussi au niveau des territoires, et puis se poser la question plus générale du rôle des pouvoirs publics face aux défis vertigineux en fait, du changement climatique. Et on va redonner la parole à Madame Simzac sur le point de vue d'une préparation et d'une réflexion prospective dans le cadre d'une commune guadeloupéenne, justement sur cette question du vieillissement et du changement climatique. Exactement, merci. Effectivement, après s'être intéressé donc plutôt du point de vue des littoraux métropolitains, là on a voulu vous présenter aussi un exemple sur la base d'un article qui a été récemment publié dans la revue Gérontologie et Société, donc dans un numéro qui est dédié au vieillissement dans les Outre-mer. Donc j'imagine qu'il pourra ce numéro intéresser certains d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir, vous le trouverez en ligne sur Cairn, le site Cairn. C'est l'article dont je vais vous parler aujourd'hui. Il a été coécrit avec Élodie Yobé, qui est donc la directrice de Génératio. Il s'intitule « Vieillir à l'ère du changement climatique, le défi d'une commune guadeloupéenne ». Et il interroge aussi, comme tout à l'heure, les liens entre le vieillissement démographique et le changement climatique. Mais là, on s'est vraiment appuyé sur l'exemple d'une ville de Guadeloupe, qui est la ville de Morne-à-l'Eau, qui s'est engagée en fait sur une fabrique prospective, qui est un dispositif porté par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et qui a été accompagné par le cabinet Génératio dans le cadre de cette fabrique prospective. Alors, on a eu le plaisir d'interroger, ou de rencontrer plutôt lors de groupes de travail 40 personnes au profil assez varié, puisqu'il y avait à la fois des élus municipaux, des professionnels des services de la ville, des professionnels de l'accompagnement du vieillissement, mais aussi des représentants de la préfecture, etc. Et bien sûr des habitants eux-mêmes, qui ont tous du coup participé à cette démarche de la fabrique prospective. Et au départ, il y a un peu un double constat, c'est que les îles comme la Guadeloupe sont donc fortement sensibles au changement climatique, je pense que là on l'a assez dit, et puis sur la démographie aussi, il y a une baisse de la natalité avec un phénomène de migration des jeunes générations et l'allongement de l'espérance de vie, parce que vous n'êtes évidemment pas sans le savoir que la Guadeloupe et la Martinique d'ici 2030 vont compter plus de personnes âgées que de jeunes. Et donc, l'hypothèse de l'article, c'était que pour faire face à ces deux défis, l'anticipation pouvait être un levier d'action adéquat pour les territoires. Et pour cela, deux options sont possibles, en fait. Soit les collectivités, elles vont gérer ces deux enjeux en silo.
au risque d'être submergées par l'ampleur de la tâche, ou alors au contraire, elles vont essayer de mutualiser les actions mises en place, à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique, qui pourrait être aussi un levier pour accompagner le vieillissement de la population sur le territoire et vice-versa. Et avec ce positionnement, on se dit que peut-être les territoires pourraient se positionner dans une situation de résilience et de transformer un facteur de vulnérabilité en un atout pour répondre aux défis futurs. Certes, dans cet article, encore une fois, je n'ai pas présenté tout ce qui a été dit dans le cadre de la fabrique prospective, mais faire plutôt un focus sur 3 axes d'action prioritaires qui sont donc l'habitat, la mobilité et les commerces et services de proximité. Donc sur l'habitat, le contexte du logement en Outre-mer, il reste assez préoccupant. Là aussi, je pense que vous le savez déjà. Et ça a été mis à l'agenda politique depuis plusieurs années maintenant, avec différents plans qui ont été dédiés. Et la ville de Morne-à-l'Eau, elle fait face aussi à des difficultés pour loger les seniors et aussi, encore une fois, à fluidifier les parcours résidentiels des personnes âgées. Il y a certaines constructions dans le centre-bourg qui ont été construites, par exemple, suite à des accords tacites, sans permis de construire, officiels, pas de conformité au plan local d'urbanisme. Et du coup, ça implique un accès plus difficile, notamment au réseau d'eau potable, et avec des risques environnementaux accrus aussi, avec notamment l'érosion du trait de côte, etc. Donc, deuxièmement, voilà, parce que ce que je disais, par rapport à la montée des eaux aussi, il y a certaines maisons, il y a certains quartiers qui risquent de ne plus être forcément habitables dans les années à venir. Donc par rapport à ces constats-là, les participants aux différents groupes de travail qui ont été organisés, ils ont identifié plusieurs enjeux pour la commune d'ici 2040, comme garantir l'accès à l'eau courante dans les logements, ce qui a été très, très fortement souligné, d'avoir des solutions d'adaptation des logements à l'avancée en âge, ou faciliter les aides à l'aménagement du logement, etc. Et puis pour répondre à ça, ils ont proposé plusieurs actions, comme l'adaptation du parc social au vieillissement de la population, favoriser le vieillissement à domicile, en accompagnant l'adaptation des logements privés au vieillissement, etc. Sur la mobilité, le deuxième axe qui est traité dans l'article, c'est que l'accès aux services est devenu donc un enjeu majeur pour maintenir aussi les relations sociales, les infrastructures de transport étant souvent insuffisantes en Guadeloupe. Les personnes âgées peuvent être rapidement en fait coupées des services essentiels. Et à Morne-à-l'Eau, il y a une faiblesse de l'offre de transport qui est associée à une topographie donc qui est assez variée, qui va complexifier les déplacements des habitants âgés. Et donc la commune souhaitait favoriser les mobilités douces et redynamiser un petit peu le centre-ville. Donc ils ont travaillé sur des solutions alternatives pour permettre de maintenir les contacts sociaux et permettre aux seniors de se déplacer facilement. Donc ils ont notamment imaginer le collectif, encore une fois, qui a participé à la fabrique prospective, à imaginer différentes actions. Ça pourrait être le développement de transports semi-collectifs, par exemple, aussi l'utilisation du covoiturage sur la commune, développer l'utilisation des cyclopousses ou encore du vélo électrique pour les seniors, et aussi de créer une application qui réunirait en fait toutes les informations de mobilité qui pourraient fonctionner sur la commune. Et le troisième axe d'action aussi qui a été traité, c'est donc les commerces et les services de proximité, puisque les participants disaient qu'il y a de nombreux seniors qui ne connaissaient pas ou alors qui refusaient aussi les services et les aides auxquels ils pouvaient avoir accès. Donc ils ont identifié plusieurs défis comme le développement des services à domicile, notamment pour le portage de courses, de repas, la nécessité aussi de consommer des produits locaux et en circuit court, de renforcer les commerces de proximité dans tous les quartiers de la ville. Et ils ont proposé, par exemple, de mailler le territoire avec des offres de petits commerces de proximité, de mettre en place des relais de proximité pour développer le lien social. Et par exemple, ils ont évoqué le fait de renouveler et de moderniser les lolos, ces petits commerces de proximité qui sont particulièrement appréciés par les seniors, mais un petit peu moins par la population plus jeune, si on en croit en tout cas les participants au groupe de travail.
Et puis de manière transversale à ces 3 thématiques, c'est peut-être important aussi de le souligner, il y a cette thématique du lien social en fait et des solidarités locales qui apparaît de façon transversale. Et ça fait forcément écho à la situation départementale qui est quand même aux prises avec les modifications des solidarités familiales, à l'accélération du vieillissement démographique et puis à ce contexte socio-économique aussi qui reste assez restreint. En termes d'enseignement, ce que je vous propose de retenir, en tout cas nous, de ce travail qu'on a pu faire, c'est que la ville, elle a identifié en fait cet enjeu de transformer certaines contraintes en opportunités d'action, et ça de façon prospective, et que finalement pour répondre aux enjeux du vieillissement en s'intéressant, il faut aussi s'intéresser aux jeunes générations, aux familles, aux différentes formes de solidarité, aux questions économiques aussi, et que c'est en considérant ça de façon transversale qu'on va pouvoir être dans une dynamique, alors ce qu'on appelait résilience territoriale, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas l'idée c'est de ne pas être dans une logique de silo générationnel. Et là encore, les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour les seniors vont servir aussi aux plus jeunes, aux familles, etc. Et puis que cette approche systémique, on va dire, elle est assez complexe en fait à développer du point de vue des collectivités, puisque le système actuellement il est assez cloisonné et qui du coup forcément, quand on a envie de travailler un peu autrement, c'est pas hyper simple, et du coup que ça nécessite des méthodes et des outils transversaux et une mutualisation des approches qui nécessite forcément un peu de réflexion. Voilà. Merci beaucoup pour ce point de vue effectivement plus territorial. Peut-être une dernière question, et puis comme ça on gardera un petit peu de temps si vous avez aussi la salle des questions à poser à nos 2 intervenants. Pour vous entendre, Monsieur Loiseau, on a beaucoup détaillé finalement les enjeux auxquels se retrouvent confrontés à la fois directement les établissements et puis plus globalement ces territoires qui ont des particularités fortes. Qu'est-ce qu'on peut attendre ou qu'est-ce qu'on peut demander entre guillemets au pouvoir public aussi comme accompagnement, comme outil pour aider les établissements? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les aider à se préparer justement à ces différents risques? Alors oui, en effet, j'ai été sûrement plus long que prévu sur les 2 premières parties, mais il y avait des choses à dire. J'essaierai d'être plus court sur celle-là. Alors, donc les outils, on en a qui existent de la part des pouvoirs publics, parce que tout n'est pas à réinventer. Donc, dans chaque département, on a ce qu'on appelle le dossier départemental des risques majeurs. Alors bon, c'est un catalogue général des aléas qu'il peut y avoir dans le département, avec en plus une grosse part de négociation entre les communes et la préfecture de savoir ce qu'on va mettre dedans. Donc une commune n'a pas envie d'être vue comme dangereuse, donc elle fera tout pour que dans ce dossier, on ne parle pas d'elle trop en mal. Ensuite, chaque commune exposée à au moins un aléa majeur doit normalement avoir un plan communal de sauvegarde. On pousse aujourd'hui les intercommunalités à le faire aussi. Donc on parle des plans intercommunaux de sauvegarde, les PICS. C'est quoi? C'est en gros leur plan de continuité d'activité à eux. Donc où ils vont tout organiser en la matière. Alors pour l'instant, ces PCS sont pas toujours présents, pas toujours applicables, mais surtout papier pour beaucoup de communes. Et les PICS, c'est vraiment tout nouveau, ça commence à se mettre en place, donc il y a encore du travail là-dessus. Le problème, c'est que ces PCS, PICS, vous n'y avez pas accès normalement. Donc la seule chose auquel vous aurez accès par rapport à la commune, c'est le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Mais encore, je demande à la commune de vous dire quels sont les risques sur son territoire. Vous imaginez bien que si j'ai envie qu'il y ait des investisseurs qui viennent, je vais essayer de minimiser les choses, même si en même temps je dois informer la population. Aujourd'hui, il y a un gros débat sur ces DICRIM, de savoir quelle forme ils doivent avoir afin d'être réellement plus adaptés à informer la population. Avec qui vous pouvez prévoir ça? Alors on a les services de l'État, donc les DREAL. Pourquoi j'ai mis DEAL juste à côté? Parce que dans les territoires d'outre-mer, on nous a refusé le R de DREAL. Donc chez nous, c'est DEAL. Vous savez, en France, on a toujours des exceptions dans l'exception.
Donc c'est Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui pilote justement les DDRM, qui sont normalement ceux qui connaissent les risques de manière générale sur le département. Ensuite, vous avez les directs, qui sont les DIECT chez nous, donc tout ce qui est direction du travail, qui sont censés accompagner les entreprises dans leurs obligations, qui ne sont pas là que pour taper sur les doigts. On a les SDIS, on pense surtout aux SDIS dans l'intervention, mais ils ont un gros volet de prévention et de plus en plus, suite aux évolutions législatives, notamment ce qu'on appelle la loi Matras, qui pousse de plus en plus les SDIS à faire de la prévention, de l'information au niveau des communes et des entreprises. Et puis la commune en elle-même, qui est censée avoir une cellule sur tout ce qui est risque majeur, sur tout ce qui est changement climatique. Sauf que pour beaucoup de communes, c'est très très compliqué d'avoir ces compétences-là. Donc le plus souvent, on essaye de les avoir au niveau de l'intercommunalité, où il y a un petit peu plus de chance. Comment faire au niveau des financements? Là, je suis beaucoup plus embêté pour vous parler. Alors, je devrais vous dire, voilà, vous avez des fonds de formation, il y a les OPCO, sauf que ces fonds de formation sont de plus en plus réduits et ne correspondent pas du tout aux besoins que l'on aurait de formation. En plus du fait que quand vous mettez quelqu'un en formation, faut qu'il soit absent de son poste de travail. Ensuite, là par contre je vous invite à le faire, développer des projets innovants. Il y a plein d'actions qui sont menées en France sur les développements de projets innovants, donc notamment sur les changements climatiques, sur la gestion des risques, et où on peine à trouver des établissements qui y participent. Et donc on a des financements qui dorment au fond de carton. Donc allez-y, renseignez-vous, il y a souvent des choses qui sont faites par un ministère, par l'ARS, par un organisme privé, mais qui est financé par un fonds global d'un ministère. Il y a plein de choses qui existent là-dessus. Donc renseignez-vous. Dernièrement, j'ai mis quelque chose en place, c'est la sécurité sociale qui finançait des compétences dans un établissement pour gérer les risques. Bon, il y a énormément de projets comme ça, mais qui dorment, qui ne sont pas connus et qui mériteraient justement d'être beaucoup plus diffusés. Et enfin, vous entendrez peut-être parler du fonds Barnier en matière de changement climatique, en matière d'aléas naturels majeurs, sauf que ce fonds Barnier est là principalement pour l'État lui-même, et pour les communes, donc pour tout ce qui est établissement public. Par contre, il y a des établissements qui, en utilisant le fonds Barnier, vont vous faire bénéficier de manière indirecte à travers notamment les projets innovants. Et enfin, la prévention, c'est rentable. Et alors là, je n'arrêterai pas de le dire. Toutes les études montrent que, en gros, quand vous investissez 1 € en prévention, que ce soit en prévention des risques professionnels, en prévention des aléas majeurs, en moyenne, sur 5 à 10 ans, vous retirez 1,30 € à 2 €. Je parle financement bêtement, mais c'est ça, c'est rentable. Le seul problème, c'est que quand vous le dépensez, on a l'impression qu'on dépense pour rien. Vous avez bien des extincteurs dans votre établissement. J'espère que vous les maintenez en état. Le but, pourtant, c'est ne jamais avoir les utiliser. C'est ça, la prévention. C'est le fait de mettre en place quelque chose, j'éloigne déjà le risque, parce qu'en fait, en voyant l'extincteur, déjà, je me dis, tiens, il peut y avoir un feu, donc il faut que je fasse attention. Donc aujourd'hui, la prévention, franchement, toutes les études le montrent, à moins que vous fassiez n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est rentable. Et je vous invite à faire quelque chose. Je ne devrais pas vous le dire parce que mon métier, c'est de consultant. C'est d'avoir les compétences en interne. Arrêtez d'acheter des missions à des consultants sans arrêt, missions qui coûtent plus cher que si c'est en interne, pour ensuite, une fois qu'il est parti, ne pas savoir quoi faire du bout de papier qu'il vous a laissé. Je fais de l'anti-pub, mais c'est la réalité. Moi, je préfère accompagner des établissements à mettre en place les compétences plutôt que faire à leur place. C'est totalement non rentable. Par contre, ça vous demande d'investir un tout petit peu de temps au départ. Merci beaucoup. En complément, juste, et puis on aura terminé, on pourra prendre des questions. Voilà le câble. Vous diffusez
la dernière partie du retour d'expérience de l'adhérent de La Réunion. Et on parle d'outils des pouvoirs publics. Un outil qui a été déployé, dont a parlé la ministre de la Santé ce matin, c'est le réseau national des conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Alors, qui est vrai, on sort un peu là du strict champ de l'adaptation. On est plutôt sur l'atténuation, la maîtrise notamment des consommations d'énergie. Mais ça reste un outil et de l'apport de compétences au service des établissements qui est intéressant. L'établissement de La Réunion en question a pu en bénéficier et nous a fait part d'un petit retour d'expérience. J'ai l'impression que ça ne s'affiche pas. Non, c'est sur le deuxième écran, apparemment. Si vous le lancez, ça... On répond à l'appel à candidature. Il faut faire copie d'écran. Sinon, passer la vidéo sur ce fait. Oui, c'est bon. Merci. De conseiller en transition énergétique et écologique en santé. Le dispositif est porté par la l'AFPA. L'équipe est composée d'une coordonnatrice et de 3 conseillers qui accompagnent les associations, 11 associations, dans le diagnostic et plan d'action. La culture de la transition énergétique et écologique s'infuse progressivement dans nos organisations, partant de la gouvernance aux équipes de terrain, en veillant bien évidemment à associer et à faire participer de manière active les personnes accompagnées. L'équipe CTES contribue à cette démarche et la guide grâce à leur expertise métier, que nous n'avons pas, nous, professionnels de la compagnie. Donc de la mise en place du newsletter à la quali-conformité avec le décret tertiaire, la qualité de l'air, la cartographie des déchets, le verdissement de la flotte, ou encore la préparation de la semaine du développement durable, l'intervention des conseillers en transition énergétique et écologique est assurément un atout sur notre territoire. Le poste de conseiller est à présent pérennisé, signe de leur valeur ajoutée et du soutien de nos financeurs. Comme on le dit à La Réunion, mettez ensemble et avance petit à petit pas. Faisons ensemble et avançons progressivement face à des phénomènes naturels qui nous rappellent notre condition humaine si puissante et fragile à la fois. Bon congrès à tous. Est-ce que certains souhaitent poser des questions à nos intervenants ? En complément de la LEFPA ou de je sais pas qui là, si c'est la LEFPA, c'est bien ça. Je vais illustrer sur les CT2ES. Merci Hélène. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est une manière d'amener les équipes et de les sensibiliser à l'installation au-delà de la conso d'énergie. C'est aussi une manière d'amener un état d'esprit. Peut-être en préambule de ce que vous disiez sur la prévention ou sur le thème que vous disiez. Bouger déjà les lignes ou essayer de comprendre qu'il y a un intérêt à agir ou pas, parce qu'il faut déjà passer par cette étape-là. Et je pense qu'en s'appuyant sur les CT2ES, c'est intéressant. Alors après, au niveau concret, pratico-pratique, je suis déçu que 80% des fonds CT2ES soient pour des établissements publics parce qu'on n'y est pas suffisamment allés les uns les autres. Ça vaut le coup de le piloter et de l'avoir chez soi. Je suis preneur d'informations sur la pérennisation des postes, parce que chez nous, on nous a dit qu'il y avait un financement de 3 ans, point barre, sur le conseiller et sur l'adjoint technique, je ne sais plus le terme exactement. Et puis, il y a parfois certaines ARS, l'ARS Grand Est le fait, il y en a certaines dans la salle, qui est prêt à financer une étude des sols, des pluies, de ce qui peut arriver en termes écologiques, en prévention des risques, pour nous sensibiliser, pas pour faire l'action, pas pour nous dire ce qu'il faut faire, mais déjà nous dire, il y a ça qui risque d'arriver. Après, c'est vous qui voyez, entre guillemets, pour la phase d'après, l'étape d'après. Et là, il y a certaines ARS, et le Grand Est le fait, financent cette action-là. Là, ils commencent par le faire par 3 établissements chez nous dans le Grand Est. Avec l'idée derrière, c'est de faire partager aux autres établissements je ne veux pas dire les conclusions, mais les points qui ont été réfléchis dans le cadre de cette mission-là. Rapprochez-vous des collègues qui sont là-dedans et qui le font, qui bénéficient de ça, parce que tant qu'à faire, autant aussi l'intégrer dans nos établissements. J'ai un établissement qui est sur Grenoble. On n'est pas sur du littoral, mais il y fait très très chaud l'été. Et puis accessoirement, il fait plutôt frais l'hiver.
On a des bâtiments vétustes, vieillissants, et on a un projet de construction. Et on a essayé d'amener nos... Alors on est en train de faire un concours d'architectes, des architectes, à se poser les bonnes questions sur le bâtiment de demain. Et j'ai trouvé la même frustration dans les réponses que j'ai trouvé dans vos propositions sur le village que vous évoquiez tout à l'heure. Donc j'ai cette préoccupation-là. Et puis j'ai la question aussi de comment on peut travailler demain dans des lieux de plus en plus chauds, en essayant de s'inspirer de ce qui peut se passer ailleurs, au Maroc, en Espagne, etc. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les pays qui sont plus au sud que nous utilisent fortement la clim. Et qu'aujourd'hui, dans notre projet de construction, si on peut éviter la clim, tant mieux. Et on essaye d'amener nos équipes à se dire comment on pourrait réfléchir pour travailler différemment en venant plus tôt, en quittant plus tard, en aménageant nos horaires. On n'est pas du tout mûr pour ça, mais je pense que les pistes d'amélioration, elles sont là-dessus. Et puis, je ne sais pas s'il y a dans les actions de prévention que vous préconisiez tout à l'heure, sur l'Isère, on a quelqu'un qui est très féru des exercices exercices mis en place plan blanc. Elle a distingué les différents types de risques, les flux massifs de victimes, les risques climatiques, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Et c'est vrai que ça amène un aspect prévention qui nous permet peut-être d'avancer un peu plus vite. Voilà. Et puis, entre votre présentation, on était sur la sous-préfète qui va dans sa cave et les préconisations que vous donniez sur Morne-à-l'eau. Il n'y a pas de réponse architecturale. Je ne sais pas, quelqu'un sur des caves, enfin, en Suisse, ils ont tous un bunker dans leur maison, semble-t-il, ou paraît-il. Qu'est-ce qui est prévu pour aménager, modifier l'architecture des bâtiments actuels ? Alors, juste rapidement là-dessus, pour vos bâtiments nouveaux, je vous invite fortement à vous rapprocher des CARSAT qui ont des financements, notamment sur les pré-projets, puis sur les projets. Donc il y a des choses à faire. Les DREAL aussi, qui ont des projets innovants justement sur l'isolation des bâtiments. Aujourd'hui, bizarrement, sur les questions de température, on vient plus à regarder ce que nos ancêtres faisaient plutôt que sur les nouvelles technologies, parce que finalement, il y a des choses qui faisaient quand même pas mal là-dessus. Le dernier point que vous évoquiez, c'était, ça y est, j'ai un trou de mémoire, les bâtiments. Alors, c'est assez complexe, puisque si on veut faire un bon bâtiment face à un cyclone, on fait un bunker. Si on veut faire un bon bâtiment face à un séisme, on fait un bâtiment chinois, vous savez, en feuille de papier. Donc aujourd'hui, c'est la grande question, notamment aux Antilles, plus qu'à La Réunion, parce que La Réunion, ils n'ont pas autant de séismes. C'est comment adapter les normes de construction au développement justement du changement climatique et des phénomènes extrêmes. Et il y a une grosse réflexion sur ces normes de construction à faire. Et c'est vrai que nos voisins qui ont des températures plus chaudes, notamment au Maghreb et tout ça, la consommation énergétique n'est pas trop un problème et l'exemple n'est pas trop à suivre en la matière. Est-ce qu'il y a des gens d'Ajaccio là ? Non, il n'y a personne d'Ajaccio. Alors, moi je suis... Parce que hier, on se baladait sur le littoral et il y a un superbe bâtiment. Je pense que c'est une clinique ou une maison de retraite qui est carrément au bord de l'eau. Et moi, j'avais écho que dans les années qui vont venir, il faut protéger des tsunamis. Et je me suis dit, si là, il y a un établissement de santé, ça aurait été bien qu'il soit dans la salle cet après-midi. Il ne va pas durer longtemps. Alors, je vais faire bref. Moi, je suis Didier Fontaine. Je suis président de la SDR donc à La Réunion. Et en complément de ce que monsieur vient de dire, il faut quand même savoir, c'est que les normes anticycloniques qui existent, qui sont obligatoires dans la construction de tous les bâtiments, aujourd'hui, même vous pouvez avoir les normes anticycloniques les plus draconiennes, l'eau finira toujours pas passer. Donc il y a 3 risques majeurs pour les cyclones, tout à l'heure on l'a dit, c'est le risque de crue, de vent et la houle cyclonique. Il faut quand même savoir, c'est que tout se prépare. Nous, le message que nous on aimerait faire passer, c'est qu'en amont, il faut bien vous dire une chose, c'est que vous soyez très, très, très bien organisé. Parce que tout à l'heure, on l'a souligné lors de la vidéo, il faut quand même savoir, c'est que quand le préfet décide de passer à l'alerte rouge ou à l'alerte orange ou à l'alerte violette, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. Les gens ne peuvent plus sortir. Ce qui veut dire, nous, en termes d'organisation, dans nos établissements, il faut prévoir des gens qui vont rester là
tout le temps, qui vont travailler parfois 24 voire 36 heures. Et une des questions que l'on pose aussi à tous nos agents, est-ce que vous êtes amenés à traverser des ravines en crue, des rivières en crue? Parce qu'une fois que le cyclone est parti, bon nombre de nos employés ne pourront pas venir. Ça veut dire que ceux qui sont là vont devoir rester là bien plus longtemps. Déjà, ils ont fait 24 ou 36 heures, mais ils devront rester bien plus longtemps. Et puis, qui dit cyclone, qui dit événement important, dit pas d'eau, pas d'électricité pendant quelques temps. Nous, on fait de la dialyse. Clairement, aujourd'hui, si on n'a pas d'eau, on ne fait pas de dialyse. Ça veut dire que ça se prépare en amont. Ça veut dire qu'on échange énormément avec nos confrères et on dépanne aussi nos confrères. Toi, tu peux prendre mes patients parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui, je n'ai pas d'eau. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des groupes électrogènes, on peut avoir des citernes, tout ce qu'on veut. Mais si, au dernier cyclone de Bellal, EDF a pris 3 mois pour tout rétablir le courant électrique sur tout le territoire. Donc en amont, si ça ne se prépare pas, on n'est pas prêt. Voilà. Et puis, dernière chose qui n'a pas été forcément évoquée ici, tout à l'heure vous le disiez, la Réunion comme les Antilles, on a un taux de pauvreté qui est largement supérieur à l'Hexagone. Ceci dit, en tout cas nous à la Réunion, à l'océan Indien, on fait quand même d'exception par rapport à d'autres villes, notre pays avoisinant. Il y a de plus en plus une mission qui nous incombe et sur laquelle l'ARS nous demande d'être là, c'est la coopération avec des États comme Madagascar qui se payent des cyclones comme c'est pas possible, déjà par rapport au territoire et aussi à la vétusté des locaux. Donc aujourd'hui, on doit aussi répondre à cette entraide, cette solidarité, eu égard justement aux taux de sinistres qui sont bien plus importants dans ces pays-là qu'ils ne peuvent l'être chez nous. Oui, alors juste là-dessus, pour que les personnes dans la salle se rendent compte, on parle de 72 heures d'autonomie face à un événement naturel majeur, que ce soit en eau, en électricité. Parce que même si les établissements médico-sociaux, sociaux sont des établissements de premier plan qui vont être parmi les plus secourus, on peut avoir à attendre 72 heures. Parce que quand vous avez un ensemble de territoire qui est sinistré, eh bien voilà. Et là, je vais mettre en lien aussi avec une question justement de quelqu'un, un représentant outre-mer, la présidente tout à l'heure. Oui, mais à côté de ça, les établissements qui seront les mieux préparés, c'est peut-être ceux qu'on va secourir les moins vite, parce que justement, on dira, eux, c'est bon. Mais c'est à prendre en compte de toute façon, ça fait partie des règles du jeu, parce que si vous voulez avoir cette liberté de pouvoir gérer la situation, il faut passer outre ça, se dire voilà, faut que je sois autonome face à ça, parce qu'en cas de situation majeure, il y a ça. Et en effet, le personnel peut ne pas avoir la possibilité de venir. On a eu des cas où des personnes, juste avant l'ouragan, s'étaient mis d'accord. Moi, je reste, et dès que l'événement est passé, tu viens. Et quand l'événement est passé, les personnes qui là pouvaient circuler ont dit « Ah non, mais moi je m'occupe de chez moi d'abord ». Les personnes étaient là depuis 48 heures. L'équipe a dû rester 48 heures de plus sans pouvoir rentrer chez soi parce que sinon on laisse tout le monde tomber. Donc ça fait partie des choses qu'il faut prévoir aussi. Ah. Je suis sensible à ce qui est dit, mais en même temps, on nous accompagne depuis quand même quelques années la sortie de Covid et le vécu pendant cette période de Covid qui nous a appris aussi à être beaucoup plus autonomes et prévenir nos risques. On a un truc qui s'appelle le plan bleu. On voit bien que dans les dernières moutures d'évaluation externe, on est venu interroger des risques vraiment sur lesquels on ne s'était pas forcément le glissement de terrain, le ci, le là, etc. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est quand même équipé, en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé pour pouvoir anticiper l'ensemble de ces risques. On n'a pas, moi je suis en Savoie, pour l'instant on n'a pas d'ouragan, etc., mais on a des inondations, on a parfois des fortes chutes de neige qui nous ont déjà amenés, on a déjà eu plusieurs expériences, de devoir à un moment donné être autonome. Alors pas 72 heures, nous on nous dit 48 heures. Pendant les risques de rupture d'approvisionnement d'électricité il y a quelques années, on nous a bien dit qu'on ne serait pas prioritaire. Et on a même dit aux résidents en situation de handicap, de polyhandicap au domicile, vous allez dans les établissements qui doivent être équipés. Et là, on ne nous a pas demandé notre avis. Et on a reçu des usagers qu'on ne connaissait pas sur ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un jour et demi. Donc je pense quand même que c'est un peu notre responsabilité d'anticiper ces risques. Après, la question du financement de l'adaptation, c'est une autre question. Mais moi, je pense quand même que ça doit partir. Entièrement d'accord. Alors, le problème, c'est qu'on a des territoires plus ou moins exposés. Plus on est exposé, plus on est conscient.
Là, vous parlez de la Savoie. Oui, ça fait partie de la culture des établissements qui sont en milieu montagnard ou au pied des montagnes, qui ont beaucoup plus cette culture que les établissements de plaine qui ont moins d'historique en la matière. Et on a une grande disparité dans les établissements là-dessus de la prise en compte. Aujourd'hui, on devrait être équipé, mais il y a des établissements où ça reste juste un bout de papier. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de conclure cette table ronde en remerciant très sincèrement nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. En vous remerciant pour vos questions et puis vous souhaiter une bonne continuation au congrès. Merci beaucoup.